logique. Cette logique, elle n'est pas fondamentale. Le problème de l'individu lambda qui vient ouvrir un compte, qui se dit moi j'ai du bon sens et je vais le mettre en pratique parce que j'ai l'impression de ne pas me tromper, et de bien voir les choses, et je ne suis pas là pour spéculer. Il rentre dans des process à un moment donné qui le dépassent totalement, il perd son bon sens, il commence à se poser des questions métaphysiques, et il part en vrille, et c'est comme ça qu'il va perdre de l'argent, parce qu'il va perdre très vite le fil de sa logique fondamentale. Il y a une logique sur les marchés, mais les logiques sont hyper techniques. Je suis désolé, c'est vrai que les impacts techniques sont très très importants. Le trading algorithmique qui amène des mouvements comme on a connu là, la hausse de 2%, cette amplification due à du trading algo, elle est très importante, l'amplification, l'impact est très important parce que concomitamment à cela, les autres acteurs de la gestion sont très peu actifs, très peu actifs. Et c'est pas que tout d'un coup le trading algo a pris une ampleur inimaginable, c'est que le reste est descendu d'un cran. Et c'est pour ça que vous observez des mouvements comme ça extrêmement étonnants. Je pense que ça ne va pas s'arrêter. Je pense que les gestions vont rester, peuvent rester longtemps, hein, spectateurs. Alors, les arbitres, ils font des choses, bien sûr. D'ailleurs, ils font tous presque les mêmes arbitrages au même moment. D'où oui, un génico, tout le monde dit que c'est bon, puis un jour c'est moins 13. Putain, c'est quand même incroyable. Et à liquide, on a vu les liquides, on arrive le matin, moins 9. Bon, il y a une époque, ça n'existait pas. Moi, quand j'ai commencé les marchés en 80, ça n'existait pas. Je me souviens d'une fois, Michelin a perdu 5% à la corbeille, tout le monde était là, oh, qu'est-ce qui se passe dans un marché normal? Il y avait une fausse information qui était sortie sur Reuters, ça avait fait un buzz pas possible. Mais c'était extrêmement rare, des grandes valeurs qui pouvaient avoir une volatilité comme ça incroyable. Mais aujourd'hui, et je pense que malheureusement enfin, moi je suis content, hein, mais malheureusement pour beaucoup de gens qui ne perçoivent pas la bourse comme un outil, et qui pensent que c'est avant tout peut-être un investissement, ils se trompent. C'est devenu un outil et non plus la représentation de l'économie, non plus un moyen de gagner de l'argent. Oui, un moyen de gagner de l'argent, mais en tant qu'outil. Il faut être actif, il faut bouger. Donc, faire des prévisions à long terme, c'est important pour établir des scénarios probabilistes. Moi, si vous voulez, à chaque fois, je vais faire comme pour une partie d'échec. Je vais avoir plusieurs variantes possibles dans une situation que j'ai analysée, dans laquelle je peux me tromper, et je vais établir un plan principal, des variantes, et puis je vais jouer mes coups en conséquence du temps qui passe et des événements qui vont survenir. Et voilà, c'est comme ça, je pense qu'il faut voir les choses et profiter quand il y a des moments tout à fait étonnants, des variations, encore une fois, de volatilité, comme on a eu régulièrement depuis le début de l'année, pour intervenir avec des moyens techniques et d'une autre façon que d'un investissement brut comme ça, où vous prenez en fait des risques qui sont beaucoup trop importants, vous prenez le risque de vous faire coller longtemps. Voilà, et c'est dommage. Je pense qu'il faut que vous réfléchissiez à tous les produits, les vrais produits, hein, les produits de marché centralisé, pas les produits de marché bilatéraux ou bien de produits marketés comme les turbos, toutes ces merdes, là, les varans, les machins comme ça. Oubliez tous ces trucs-là, il faut que vous intéressiez aux options de marché centralisé, ça c'est très important, il faut construire les produits soi-même, etc., etc. Moi, ce que je pense donc, c'est que le marché va continuer comme ça à vivre au gré des événements, d'un côté boosté par les banques centrales, bon ben voilà, tout le monde le sait, hein, pas besoin de le répéter tout le temps. Mais en même temps, bon, ben, c'est une situation qu'il faut accepter, il faut pas paniquer quand ça baisse. Bon, à ce moment-là, paniquer ça ne sert jamais à rien, mais on se dit qu'est-ce qui se passe là? Il y a des vendeurs, il y a vraiment des vendeurs ou c'est des spéculateurs qui se tirent et qui vendent? Et vous le voyez sur les horizons de temps, vous avez des mouvements de baisse, de remontée, de rebaisse, mais c'est pas de la gestion, ça dure jamais longtemps. Pour penser qu'un jour la gestion, parce qu'il me pose souvent la question, Decker ou Guillaume Sommerer, Cédric Decker ou Guillaume, ils me disent, alors qu'est-ce qu'il faudrait? Je ne sais rien ce qu'il faudrait. Il y aura un moment, quelque chose qui fera qu'on sortira de ce contexte.
Et je ne connais pas, moi, l'événement qui fera qu'on sortira de ce contexte. Un jour, il y aura quelque chose. Mais aujourd'hui, on a des artifices qui sont tellement puissants, des taux à zéro. Je crains que cette situation perdure. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez actifs, et en tout cas acteurs, et que vous utilisiez les bons produits, les bons outils pour faire un maximum de profitabilité. On va dire, vous allez diminuer les pertes, augmenter les gains, et le résultat, vous allez vous retourner, vous allez vous dire, ah ben oui, c'est autre chose, quoi. Moi, quand j'enseigne dans les formations, ce n'est pas les méthodes miracles qu'on enseigne. On enseigne des méthodes de trading vraiment très précises, mais il y a aussi tout ce côté que je suis en train de vous raconter, de construction de marché, de règles du jeu, parce que c'est hyper important. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, et souvent, ce que je regrette, je fais un stage, je vois bien les gens, les règles du jeu, regarde, ils me font chier avec ça. Allez, les signaux, mais non, mais... Oui, bien sûr, c'est bien les signaux, mais les règles du jeu, comprenez les règles du jeu, parce que c'est comme si vous vouliez jouer au rugby sans connaître les règles. Vous imaginez, si vous passez à chaque fois la balle en avant, le problème qu'il va y avoir. Bon. Donc, juste pour aller un petit peu dans le sens qui a été dit, si on revient technique, si vous regardez un graphique sur le CAC 40 en données hebdomadaires, voire mensuelles, ça saute aux yeux en fait qu'il y a des forces de rappel, mais alors très très fortes d'un point de vue ne serait-ce que technique, par rapport à des très grandes ombres hebdo, mensuelles, et à chaque fois on repart dans cette zone 3008-4000. Donc il va falloir avoir des événements sacrément forts pour pouvoir enfoncer cette zone. Par contre, comme le disait Jean-Louis, ne pas avoir peur quand on revient très violemment au contact de cette zone, je pense d'avoir le courage d'acheter un petit peu dans un objectif peut-être court-moyen terme pour viser justement un retour vers un peu le haut de cette zone, revenir sur des panels d'actions ou quelques indices en direct. Et c'est là où des fois c'est stressant parce qu'on se dit ça plonge avec le Brexit, on l'a vu, ça a plongé, on prend peur fatalement, mais quand on regarde effectivement et quand on réfléchit un petit peu avec l'action des banques centrales, avec ce matelas technique très puissant entre 3000 et 4000, il faut avoir un petit peu de courage et acheter dans une optique là peut-être court-moyen pour viser un retour vers le haut. Voilà. Je laisse parler André. Je peux remplacer. Alors, bon, je vais essayer de recentrer le débat, un petit peu, enfin, pas être méchant. Je vais reprendre un peu ce qu'on avait dit en mars. Mi-mars, on était à peu près 4350 aux alentours. J'avais dit le marché va osciller un moment, il va descendre jusqu'à 4150 et ensuite il va redépasser et quand il passera les 4006, il va monter jusqu'à 5000. J'avais anticipé qu'en septembre, on serait à 5000. Qu'a fait le marché? Le marché a bien stagné un moment, il est descendu. Et c'est là que ça a un peu joué. Alors est-ce que c'est le Brexit? Après coup, on a toujours des explications, il y a toujours des bonnes explications, etc. On peut imaginer que c'est le Brexit, on peut imaginer ce qu'on veut. Ça a bien commencé, ça avait commencé à repartir, donc jusqu'à ce niveau-là. Donc pendant plusieurs mois, jusqu'à mi-juin, le marché était à peu près dans l'hypothèse, dans je sais pas si c'est l'hypothèse que j'avais fixée un petit peu de stagner un petit peu, descendre vers 4150, on est descendu un petit peu plus bas parce qu'on est descendu à ici c'était 4100, donc un petit peu plus bas, commence à monter d'un coup, boum, il est nettement rebaissé. Ce qu'on peut remarquer quand même, toute chose utile, c'est que je trouve que le marché se tient très bien. Malgré le Brexit, qui a dit une petite claque, le marché est revenu. C'est-à-dire que depuis, février-mars, il a commencé à venir tester les 4006, il a stagné, il n'arrive pas à dépasser, il vient de taper, il se prend une claque, il rabaisse, il revient. Alors pour l'instant, il y a toujours le bouchon des 4006, mais à chaque fois, il revient tester dessus. Je le trouve très fort. Je le trouve devant. Je suis un peu d'accord avec Jean-Louis quand il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Les gestions ne savent pas où elles vont, elles n'ont pas vraiment d'objectifs, etc. C'est vrai, mais pourquoi? C'est parce que c'est la France. Je vous rappelle que la France, c'est personne. Je suis désolé, malheureusement, mais
Aujourd'hui, c'est personne. Donc les gestions françaises, on s'en fout. C'est les histoires américaines qu'il faut connaître. Le marché français est directement corrélé à l'évolution de Wall Street, voire au DAX, au marché allemand. Et les gestions françaises, elles font que suivre gentiment. C'est pour ça qu'on n'a plus beaucoup de volume, que des fois on bouge beaucoup, et malgré peu de volume, parce qu'on fait qu'une copie-collée d'un autre marché. Donc la plupart c'est ça. Mais il y a des intérêts dans le marché, sauf qu'ils ne sont pas chez nous, ils sont sur d'autres marchés corrélés. Nous on fait que la réplique derrière. Pour l'instant, donc on a bien fait ce début de remontée vers 4006. La correction ici, un peu remise en question par ce mouvement-là qui m'a fait peur. On revient à nouveau tester la zone des 4006 un peu en dessous. A priori, sur le très court terme ici, j'ai effectivement, comme Stéphane, plutôt un mouvement qui devrait à nouveau encore un petit peu consolider. Donc pour ceux qui sont idiotistes, on voit qu'on a ici une vague d'impulsion 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc on devrait avoir A, B, C. Donc certainement revenir vers 4002 dans les quelques mois, je voyais, vers octobre, novembre, on devrait être vers 4002. Et après cela, à nouveau revenir tester les 4006 et enfin réussir. Tant qu'on n'aura pas cassé les 4006, quand même, on ne pourra pas décoller. Mais j'ai plutôt dans l'esprit que le marché se tient bien et qu'à l'issue de ce petit retour vers 4002, il devrait finir par remonter et casser 4006. Donc on va suivre un petit peu. On s'aperçoit, pour ceux qui ont suivi un petit peu ma conférence de ce matin, que l'ADX, bougez pas, hop, l'ADX ici est très bas, donc ça veut dire qu'on est dans une zone de consolidation et qu'on est sur le point d'exploser. Mais on attend, il emmagasine, il est en train d'emmagasiner de l'énergie ici. L'ADX est largement en dessous de 25 et on attendra d'avoir une explosion pour essayer de se positionner certainement sur un retracement avant de décoller et on repartira. Pour l'instant, moi je suis plutôt haussier et même si je voulais bien me laisser aller, je dirais même vers 5005, vers 6000. Donc c'est les objectifs, mais il est bloqué. Pour l'instant, il est bloqué. Bien distinguer entre deux choses, entre l'analyse technique et le trading. C'est pas du tout pareil. L'analyse technique, lui, il est obligé de se mouiller en permanence. C'est-à-dire, on lui demande où va aller le marché. Mais il ne prend pas de risque, il ne met pas d'argent sur la table. Le trader, c'est pas du tout pareil. Le trader, il va chercher dans le marché quelle est la position la moins risquée et la plus fructueuse. C'est-à-dire celle qui a le plus de probabilité de réussite et celle où il perdra le moins et gagnera le plus. Donc, il va dire, moi je ne sais pas trop où il va le marché, j'attends, et dès qu'il va une opportunité va se produire, il va essayer de monter dessus et de poursuivre le cheval, et pouvoir s'envoler avec, enfin, s'envoler c'est un cheval, et pouvoir courir avec. Donc pour le trader, lui, il prend le risque, mais il ne va pas tellement se projeter. Il va surtout regarder une couple opportunité, risk-reward, c'est-à-dire retour sur investissement par rapport à son risque. Voilà ce qu'il va faire. Donc c'est deux métiers différents qui sont cousins. Mais c'est pas la même chose, il n'y a pas les mêmes objectifs, il n'y a pas les mêmes... L'analyste, lui, il ne prendra pas trop de risques. Moi, évidemment, après, vous allez me dire, sur votre position, là, qu'est-ce que vous faites? Alors, sur la position, en ce moment, un des éléments, ça serait plutôt d'attendre un retrait pour essayer de chercher un point d'achat. Si éventuellement on casse tout de suite, on essaiera de toujours chercher un petit pause avant de se repositionner à la hausse. Mais plutôt chercher quelque chose à acheter vers 4002. Pour l'instant, je n'ai pas le point. Pour l'instant, quand on sera vers 4002, je réfléchirai, je regarderai comment ça se passe, et sur un rebond à ce moment-là, peut-être essayer de se positionner. Voilà un petit peu. Non. 2-3 questions. Alors, avant de se quitter, quelques questions. Il dort. Oui. D'un point de vue macro et pas du tout graphique, j'ai l'impression que les résultats des entreprises du CAC 40 ont augmenté depuis l'année dernière, et pourtant, depuis un an, on est flat sur le compte. Est-ce que ça voudrait dire que le marché est moins cher par rapport aux résultats que l'année dernière? Alors moi, la macro, je réponds tout de suite, j'en fais pas ni à Dauphine, ni nulle part. Donc, quand je donne mes cours à Dauphine sur le forex ou quoi, je n'en fais pas. Un chapitre, une leçon qu'on fait l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale, c'est toujours après coup, quand on connaît les nouvelles, elles arrivent après coup. Donc au début, ça a très peu d'utilité. Les grandes lignes, vous les utilisez.
Bah donc, je ne répondrai pas sur la macro, je laisserai mes deux amis répondre. Qui sont vraiment très enclins, très passionnés à répondre. Après, c'est toujours pareil, c'est l'anticipation qui prime. Donc aujourd'hui, on price un marché dans. En fait, c'est l'idée de construire du marché dans un an, moins dans 6 mois. Donc les chiffres qui tombent aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps qu'on sait qu'ils vont être un peu moins bien que peut-être ce qu'on espérait, même s'ils sont mieux, etc. Donc c'est pas parce que le chiffre est mieux que l'année précédente que le marché va automatiquement bien le percevoir. Tout dépend de l'anticipation qui était faite. Un marché anticipe en permanence. Il anticipe plusieurs choses. Il anticipe un état de l'économie et il anticipe ce que vont faire les autres acteurs du marché. Quand vous achetez à 12, c'est parce que vous anticipez quelque part que quelqu'un va venir payer 13, 14, 15. Donc vous anticipez, vous essayez d'anticiper ce que va faire le voisin, ce que va faire la concurrence, etc. Donc il faut toujours penser comme ça, anticipation, et analyser pourquoi vous achetez parce que vous pensez que derrière quelqu'un va continuer à l'acheter. Pour des raisons parfois qu'on ignore. Mais je pensais au profil des valeurs, c'est-à-dire spéculatif, prudent et dynamique. Comme je suis lecteur du revenu, donc je connais un peu ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi à ce niveau-là que nous devrions être plus vigilants? Merci. Vigilant de quoi? Il y a des valeurs qui ont des volatilités en effet différentes.